Alors bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à ces consultations particulières et ces auditions publiques sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix du livre de vente au public des livres neufs imprimés et numériques ». Alors évidemment, j'ai constaté le quorum. Je vous demande, chers collègues, de bien vouloir faire attention à vos sonneries d'appareils électroniques. Madame la secrétaire, avons-nous des remplacements ce matin? Oui, Madame la Présidente. Madame Charbonneau-Mélile sera remplacée par Madame Ménard-Laporte et Monsieur Sclavounos-Laurier-Dorion par Monsieur Kelly-Jacques-Cartier. Très bien. Alors, nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui, cet avant-midi, la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, ses représentants sont prêts, le Réseau Biblio du Québec, le Conseil consultatif de la lecture et du livre et l'Association des auteurs et auteurs de l'Outaouais. Et cet après-midi, nous poursuivrons avec la Quebec Writers Federation, la chaire de gestion des arts Carmel et Rémi Marcoux, HEC Montréal, les librairies indépendantes du Québec, la librairie Renaud-Bré et finalement, nous terminerons avec le groupe Modus. Alors, je salue donc nos premiers invités. Il s'agit de M. André Gagnon, Jean-Emmanuel Bouchard et M. Francis Vien. Bienvenue dans votre Assemblée nationale. Vous disposez de 10 minutes pour nous faire part de l'essentiel de vos réflexions, de votre mémoire, et par la suite s'en suivront des échanges entre vous et les parlementaires. À vous la parole. Alors, merci beaucoup de nous recevoir, premièrement. Bon matin à tous et à toutes. Je suis Jean-Emmanuel Bouchard, étudiant au baccalauréat à l'UQAM et président de la Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire, accompagné de M. Francis Vien, président du Conseil de la Fédération et directeur général de la coopérative du Collège Garneau, ainsi que de M. André Gagnon, directeur général de la Fédération. Alors, pour vous donner une idée de ma présentation, je vais vous faire un bref exposé de la Fédération, un petit état de la situation du livre, et ensuite je vais vous soumettre nos propositions. Alors, le réseau Coopsco est composé de 60 coopératives en milieu scolaire qui sont présentes dans 90 établissements scolaires et qui totalisent plus de 100 points de vente dans les écoles secondaires, les collèges et les universités francophones. Alors, ça fait de nous le plus vaste réseau de librairies au Québec et c'est plus de 300 000 étudiants francophones qui sont membres des coopératives du réseau Coopsco. Fidèles à nos valeurs coopératives, nous remettons à chaque année 6,5 millions de dollars en ristourne à l'achat, plus de 900 000 dollars dans les bourses, commandites, subventions aux activités étudiantes et en fonds de développement du milieu. Nous employons plus de 800 professionnels, plus de 1000 étudiants et nous versons à ces derniers plus de 2 millions de dollars en salaire par année. Alors, les librairies coopératives en milieu scolaire sont un maillon peu connu, mais très important de l'industrie du livre au Québec. En effet, le pourcentage des ventes des livres qui est fait par les librairies coopératives en milieu scolaire est en plus de 20 %, donc pour une part d'environ 90 millions de dollars, ce qui est non négligeable. Alors, pour faire un bref état de la situation, le livre est en mutation présentement au Québec. Alors, durant les dernières années, l'environnement commercial du livre a beaucoup changé et de nouveaux acteurs, de nouvelles pratiques et de nouveaux défis sont venus complexifier les façons de faire. On peut, par exemple, parler de la numérisation. Le livre se dématérialise, les supports sont plus nombreux. On peut maintenant lire un livre sur une tablette numérique, une liseuse, un téléphone, un ordinateur. Deuxièmement, alors que la librairie était autrefois astreinte à son environnement physique et son environnement, la ville autour d'elle, maintenant on peut vendre des livres dans d'autres villes, dans d'autres provinces, parfois même dans d'autres pays. Les ventes en ligne ont complètement modifié les façons de faire et les pratiques commerciales. Et probablement que l'un des changements les plus importants aussi est la venue des grandes surfaces qui a modifié le portrait de l'industrie. Alors, contrairement aux librairies indépendantes et en milieu scolaire, les grandes surfaces tiennent en rayon un catalogue beaucoup plus restreint de titres, environ entre 200, 300, 400 titres. Celles-ci créent donc une nouvelle concurrence qui est directe aux librairies, tout en poursuivant des objectifs qui sont dissemblables. Si la librairie indépendante ou en milieu scolaire veut offrir l'éventail le plus large possible de choix aux lecteurs, les grandes surfaces se contentent de tenir les titres les plus populaires. De par leur volume d'affaires plus important, elles ont la possibilité de négocier des escomptes plus alléchants que les petites librairies. En captant les ventes des meilleurs titres, elles privent les librairies de ventes cruciales.
pour une librairie indépendante ou un milieu scolaire, ces titres qui sont très populaires sont le socle, sont la fondation sur laquelle elle peut bâtir sa sécurité financière pour pouvoir offrir une panoplie plus large et plus diversifiée de titres. On parle de au moins 6 000 titres pour une librairie agréée, ce qui peut monter à 20 000, voire 50 000 titres pour certaines librairies. Pour l'instant, les librairies en milieu scolaire ont été épargnées par la vague qui a touché certains secteurs, parce qu'on le voit, certaines librairies indépendantes commencent à mourir à petit feu. C'est un scénario qui était théorique avant, qu'on voyait dans d'autres pays, mais qui commence à arriver au Québec aussi. On le voit d'ailleurs à Québec par la fermeture de librairies renommées et reconnues. Alors, cette vague-là n'a pas encore touché les librairies scolaires, mais on sent leur rajeunir. Alors, c'est à titre préventif qu'on est ici devant vous aujourd'hui. Alors, nos propositions sont, premièrement, que la diversité littéraire et économique soit protégée en créant une politique de réglementation du prix des nouveautés littéraires. Alors, la proposition est très simple et elle est partagée par de nombreux acteurs du milieu du livre. Toutes les nouveautés publiées verraient le maximum de rabais possible à leur accorder, limité à 10 % pour les 9 premiers mois de publication. Après ce délai de passé, les détaillants seront libres d'offrir l'escompte qui leur plaira aux consommateurs. On compte de multiples bénéfices pour une telle réglementation. Elle assure la diversité des détaillants dans le secteur du livre, permet aux librairies de faire foisonner l'offre littéraire sans la confiner aux secteurs les plus profitables et éviterait une inflation insidieuse du prix des livres sur le long terme, ce qui aurait donc pour bénéfice de protéger le consommateur. On peut considérer qu'une réglementation du prix des livres crée un écosystème où chacun, librairie indépendante, en milieu scolaire, chaîne de librairie, auteurs, éditeurs, distributeurs et grandes surfaces peut évoluer selon ses moyens. Notre deuxième proposition est que la littérature générale et le livre didactique soient assujettis à la nouvelle politique sur le prix réglementé des nouveautés. On entend par livre didactique les livres qui servent à l'enseignement collégial et universitaire. Alors, la littérature didactique vise à faire progresser les connaissances, les techniques. Ce sont les supports avec lesquels nos professeurs enseignent aux futures générations. Alors, en assujettissant la littérature didactique à la réglementation proposée, les communautés étudiantes seront protégées d'une hausse indue des prix qui pourrait être causée par une concentration des ventes entre les mains de quelques grands détaillants. De plus, l'accessibilité de la littérature didactique est assurée dans toutes les régions du Québec grâce au vaste réseau de coopératives scolaires et de librairies. Une offre qui serait seulement disponible dans les grandes surfaces serait invariablement une limite à l'accessibilité des étudiants en régions éloignées. Actuellement, la loi sur le livre définit un livre comme une publication non périodique comptant au moins 48 pages de texte ou d'illustration, ou les 2 pages de couverture non comprises, assemblées par quelque procédé que ce soit. Les avancées technologiques rendent cette définition-là peut-être un peu caduque et il serait nécessaire d'élargir le cadre de référence actuel pour y inclure les publications numériques. Alors, la nouvelle réglementation proposée pourrait ainsi couvrir tous les supports de titres possibles. Alors, c'est donc ces 2 propositions-là que nous sommes venus vous présenter aujourd'hui. Nous sommes convaincus que ces actions permettraient à l'industrie du livre d'assurer sa pérennité et aussi assurer la protection du consommateur en le protégeant d'une hausse des prix. Alors, les impacts en seront bénéfiques et permettront aux lecteurs québécois de garder un catalogue riche et accessible et assurera un large éventail de choix didactiques à nos professeurs. Et je terminerai en vous disant ceci. Un livre n'est pas une simple marchandise, c'est la trace de notre histoire, de notre culture et de notre identité en tant que nation. Le laisser à la merci d'une logique purement mercantile menace l'épanouissement culturel qu'il nous apporte. Et c'est pourquoi, en tant qu'étudiant, président de Coopsco et grand lecteur, je vous demanderai d'agir sur la question. Merci beaucoup. Monsieur Bouchard, merci beaucoup pour votre présentation. On va commencer maintenant les échanges avec la partie ministérielle et Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, soyez les bienvenus. Dans votre proposition, vous limitez à 9 mois la période pendant laquelle le prix du livre neuf serait fixé par les éditeurs ou les importateurs. Comment est-ce que vous êtes arrivé à établir cette limite? Pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas 1 an?
C'est ça. En regardant un peu le cycle de vie d'une nouveauté, on arrive qu'en moyenne, c'est environ cette période-là où la nouveauté est le plus diffusée et le plus disponible dans les librairies. Et donc, c'est un peu une moyenne. Dans certains pays, c'est 12 mois. Dans d'autres, c'est moins. On pense que pour le Québec, dans la dynamique commerciale actuelle, 9 mois, c'est un bon équilibre. OK. Et vous souhaitez également un escompte maximum de 10%. Je réitère la question. Comment vous en êtes arrivé à fixer ce seuil? Dans notre dynamique coopsco, vous savez que les coops en milieu scolaire, lorsqu'on devient membre, on a droit à une ristourne à l'achat. Et donc, lorsqu'on regardait les pratiques, que ce soit à Bécomo, à Montréal, à Québec, dans l'ensemble du Québec, on arrivait à peu près à ça, 8 à 10%. Et donc, c'était un rabais qui respectait nos pratiques actuelles et aussi qui permettait toujours, on essaie dans Coopsco de favoriser l'accessibilité aux livres. Et donc, un escompte de ce niveau-là permet aux étudiants d'acheter des livres avec un rabais et permet évidemment à la coop, qui, bien que si elle fait des surplus, ne sont pas distribués à des actionnaires, sont retournés dans le milieu, mais permet une pérennité pour les coops en milieu scolaire. Donc, encore une fois, c'était un escompte qui amène un équilibre autant pour le client membre chez nous que les coopératives pour assurer leur pérennité. OK. Et quelle est la part représentative du numérique par rapport aux ventes totales de livres dans votre réseau? Actuellement, on a un déploiement graduel de nos solutions de commerce électronique. Les coops qui vendent le plus dans le numérique, on essaie alentour du 5 à 7 de ventes. On prévoit pour la prochaine année jusqu'à 10 de ventes, mais on a des coops qui n'ont pas encore débuté le commerce électronique et tout ça suivra bientôt, mais on en a 25 actuellement. Donc, les chiffres se situent alentour de 5 à 7 Si on se fie à ce qui se passe aux États-Unis dans la librairie scolaire américaine et canadienne, actuellement, c'est près de 30 C'est-à-dire que 30 des livres didactiques qui sont vendus à des étudiants aux États-Unis, présentement, c'est 30 On croit penser que cette dynamique-là va se transposer au Québec. Et si on regarde l'augmentation, qui double pratiquement, pas à chaque année, mais à chaque session, on devrait atteindre ces chiffres-là d'ici de 3 à 5 ans. Donc, on devrait être près de 30 si le même modèle américain se transpose au Québec. Okay. Là, je vais revenir sur une distinction qui me paraît un peu floue. Vous distinguez la littérature générale de la littérature didactique. Dans le livre didactique, il y a à la fois des titres qui sont édités expressément à des fins pédagogiques et d'autres titres qui, bien que relevant davantage de la littérature générale, sont parfois utilisés dans le cadre pédagogique. Dans votre chiffre d'affaires de près de 50 millions de dollars en livres didactiques, quelle est la part qui est constituée relativement aux titres publiés expressément à des fins pédagogiques? Dans le 50 millions? Oui. Le 50 millions de mémoire, ce qui est là, c'est le chiffre d'affaires spécifique de Coopsco en livres didactiques et on vend environ 10 millions en littérature générale. On a ciblé dans ça sur le livre didactique. Il faut se rappeler, pour nous, on fait toujours une distinction de 3 catégories de livres. Le manuel scolaire qui est vendu au primaire secondaire, le livre didactique qui est vendu au collégial universitaire et la littérature générale qui est vendue davantage dans les librairies dépendantes. Mais évidemment, en milieu scolaire, on vend aussi de la littérature générale. Mais ce n'est pas notre principale mission commerciale, c'est d'offrir des livres, des outils pédagogiques aux étudiants. OK. Est-ce que, de votre perspective des choses, littérature didactique est de facto un livre neuf? Bien, il est un livre neuf. L'enjeu vient sur la question des réimpressions. Un livre Maths 101, par exemple, première édition, un an après, le livre peut être réédité parce que des exercices sont rajoutés, des graphiques sont mis à jour, du contenu est mis à jour. Donc, il peut y avoir une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième édition. Nous, on pense que la dynamique du livre neuf devrait s'appliquer à chaque fois qu'il y a une nouvelle édition. Et donc, dès qu'on change le contenu du livre, on souhaite que la loi
s'applique aussi pour les rééditions, parce que dans bien des cas, ça change vraiment le contenu du livre. Des fois, ça en change un peu, mais des fois, ça change vraiment, seulement que le titre, puis il est très modifié. Donc, on souhaite que la loi s'applique autant pour les premières éditions, nouvelles parutions, mais aussi pour les rééditions. Merci. Ça fait le tour pour vous, Monsieur le ministre, Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, messieurs. Bon matin. Dans votre mémoire, pour poursuivre dans la veine de mon collègue, le ministre de la Culture, page 6, vous nous dites, deuxième changement qui est venu transformer l'industrie du livre, celui de la numéralisation. J'ai pas mes lunettes, m'excuse. Numérisation. Le livre se dématérialise et adopte des sports qui lui étaient inconnus il y a seulement quelques années. Est-ce que vous, puis là, c'est le sociologue qui parle, est-ce que vous considérez que ça peut avoir un impact positif ou négatif sur la littératie? La venue de ce nouveau mode de lecture-là, quel va être l'impact à moyen et long terme sur la capacité de lecture, l'intérêt de lecture, la capacité à maîtriser? Nous, on considère que c'est positif parce que, et on le voit de plus en plus, sur nos sites web, on offre évidemment l'achat de livres papier, mais on offre également la version numérique. Ce qui nous surprend, c'est qu'on pensait qu'il y aurait un effet de cannibalisation du livre papier vers le livre numérique. Et on se rend compte que jusqu'à 30% des gens qui achètent le livre papier vont aussi l'acheter en livre numérique. Pourquoi? Parce que ça amène l'effet de la mobilité. Et donc, quelqu'un peut dire à la maison ou à l'école, je vais lire avec mon livre papier. Lorsque je vais être dans l'autobus, je vais être en transport en commun, évidemment pas dans l'auto. Quelqu'un me dit, ben oui, dans l'auto, je lis, j'espère que tu ne conduis pas, mais non. Mais donc, les gens peuvent lire un peu partout. Et on pense que cette accessibilité-là, nouvelle, plutôt que toujours traîner une dizaine de livres, favorise, la littératie favorise la lecture. Et donc, on est tout à fait favorable avec ce changement-là. Mais il faut prévoir un cadre réglementaire, un environnement qui va aussi le favoriser et faire en sorte qu'on puisse, au Québec, être capable que nos livres numériques soient diffusés partout et non pas qu'on soit envahi de livres numériques qui viennent des États-Unis, par exemple. Donc, il faut aussi avoir les moyens de s'assurer que notre production éditoriale soit bien, prenne le virage numérique, puis qu'on ait le moyen aussi de le diffuser partout dans le monde. Donc, on voit apparaître une complémentarité entre le livre papier et le numérique. C'est ça. Chose qu'on ne s'attendait pas. On pensait qu'il y aurait vraiment un basculement, mais là, on voit que les gens se disent, ben non, j'aimerais ça pouvoir, je trouve ça le fun, mon livre. On voit la même dynamique dans la note de cours, les recueils de textes, beaucoup plus présentement dans les universités où l'étudiant veut la copie papier, mais il veut aussi le numérique. Et ça, c'est tout à fait, on n'avait pas prévu ça. Et c'est une bonne chose, pas du fait que les gens achètent plus, mais qu'ils sont en mesure d'avoir accès à leur contenu et ça favorise le développement des habitudes de lecture, donc tant mieux. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on s'en va vers le livre audio aussi pour l'auto? Oui, c'est possible, tout à fait. Il y a des livres maintenant qui ont du vidéo d'intégrer et donc il y a de l'audio aussi. Les gens, des fois, ils aiment écouter un livre, c'est particulier à dire, mais c'est le cas. Il y en a qui a des livres maintenant qu'on peut écouter. Il pourrait bien éventuellement y avoir un livre sur technique infirmière ou un livre de médecine où il y a le texte et ensuite il y a une vidéo qui nous montre une démarche ou une procédure. L'étudiant peut regarder le vidéo. Donc, on pourrait très bien aller vers ça. Donc, ça multiplie les plateformes. Ça multiplie aussi les médias qui peuvent être utilisés pour le livre seulement. OK. Merci beaucoup. Je peux me permettre Merci. Oui, monsieur, bien, un complément d'information, bien sûr. Il y a tout l'ordre aussi de l'ordre pédagogique. Au niveau des institutions comme telles, les professeurs, chaque département se pose beaucoup de questions. Concernant le coût aussi, on ne peut pas obliger les élèves d'avoir des ordinateurs en classe. Le fait d'enseigner dans une classe avec 20 ordinateurs ouverts et 10 qui n'ont pas d'ordinateur, ça amène des complications d'ordre pédagogique. Fait qu'il y a tout ce mouvement-là au niveau des études là, qui sont regardées présentement. Le transfert ne se fait pas automatique. Vraiment, le papier est encore un outil nécessaire. Et le numérique, d'obliger 30 élèves d'avoir un portable avec les autres dans une classe n'est pas encore pris le chemin complètement, là, comme tel. Juste un commentaire, s'il vous plaît. Bon, un collègue me faisait part d'une étude qui disait que, il y avait une expérience qui était faite par rapport à des notes de cours qu'il y aurait avec un papier-crayon et notes de cours sur ordi. Et ce qui apparaissait, c'était que la capacité à aller fouiller ailleurs, chez les gens qui prenaient des notes avec un ordi, venait, je dirais, anesthésier un peu la rétention de l'information. Donc, oui, une plateforme informatique, c'est intéressant, mais la multiplicité puis le multitâche qu'il suggère tente l'individu vers autre chose. C'est Encadrement, effectivement. il faut beaucoup plus de discipline. Oui. Et juste en terminant, une anecdote.
J'enseignais en vidéoconférence et on nous disait que on avait créé des salles virtuelles, puis certains étudiants allaient allumer puis fermer les lumières de manière virtuelle dans la classe. C'était un peu particulier. Donc, on avait même des cas d'indiscipline. Ça conclut ma. Merci à Monsieur le député de Bonaventure pour ces remarques judicieuses. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe, c'est à votre tour. Merci, Madame la Présidente. Je veux saluer Monsieur le ministre, mes collègues d'opposition, mon collègue ici, M. Bouchard, M. Gagnon, M. Vien. Ma question va être assez simple. Mentionnez dans votre mémoire au début que l'importance du réseau des coopératives milieu scolaire, vous mentionnez les revenus, mettons, relativement stables de 98 millions, 91 millions au cours de cette période. Je veux juste savoir, est-ce que vous sentez chez les nouveaux arrivants à l'université ou au collégial ou ailleurs un intérêt accru pour la lecture, pour les livres, on dit les livres généraux, et le livre didactique, est-ce que ça fait partie de vos analyses? Est-ce qu'il y a une recrudescence? Est-ce que les élèves s'intéressent plus, les étudiants s'intéressent plus à la lecture? Moi, je dirais que oui, mais c'est directement proportionnel à la disponibilité. C'est-à-dire que plus on est en mesure d'avoir des librairies qui sont le plus complètes possible, plus on favorise de développer des habitudes de lecture jeunes. Et c'est un peu le sens de notre mémoire. Il faut un réseau de librairies en santé, autant dans les librairies indépendantes que dans les librairies en milieu scolaire. Et donc, oui, mais si les étudiants un jour rentrent dans les milieux scolaires et il n'y a pas de librairie et que c'est uniquement, à la limite, un comptoir qui dure 3 semaines et qui ferme, bien, encore une fois, on vient de rater une occasion en or de permettre de découvrir toute, premièrement, la culture québécoise, puis découvrir tout ce qui peut s'écrire. Donc, mais on ne sent pas une baisse des habitudes, une baisse d'intérêt, mais il faut encore nourrir cet intérêt-là, puis avoir des librairies qui sont le plus développées, le plus complètes et le plus en santé possible. Et partout au Québec, là, que ce soit à Bécomo, en Abitibi, à Montréal, à Québec, en Beauce, il en faut partout dans toutes les maisons d'enseignement. Il reste quel résultat, Madame la Présidente? Abondamment. Abondamment, merci. Quelle est la proportion entre dans votre réseau, quelle est la proportion entre le livre didactique, le livre général, la littérature générale? Quelle est la proportion d'utilisation, de revenus ou de ventes là, que vous avez? On dirait environ 50 millions en livres didactiques, 10 millions en littérature générale. Ouais. 10 millions en littérature générale. Oui. Seulement pour le secteur de la librairie. C'est ça. OK. Merci. C'est tout. Merci. Monsieur le ministre, il vous reste à peu près un peu moins de 3 minutes. OK, c'est bon, c'est largement suffisant. Vous avez dressé un portrait des changements survenus dans l'environnement commercial du livre au cours des dernières années. Est-ce qu'on peut savoir les impacts qui affectent le plus votre réseau? Le principal impact, c'est que, peut-être d'entre vous, vous avez côtoyé les coop en milieu scolaire, ou à l'époque, on appelait coop étudiante, il y a de ça peut-être 20 ans. C'était un marché fermé. C'est-à-dire, les livres qu'on avait, l'accessibilité se faisait uniquement dans un contexte physique, donc les gens devaient se présenter à la librairie, faire des achats. Quand est arrivée la venue de l'Internet, Amazon, Google et tous les magasins en ligne, notre dynamique a complètement changé. Maintenant, un étudiant qui attend 20 minutes en ligne, bien rapidement va prendre son iPhone, puis il va se dire, bien, ça fait déjà 20 minutes, je suis tanné, je vais le trouver, je vais me le commander, je vais l'avoir demain. Et donc, et on le voit dans l'étude Optique Culture qui est faite par l'Institut de la statistique, les ventes ont baissé de 98 à 91 millions, et je vous dirais que principalement, c'est l'effet de la concurrence, mais qui vient beaucoup concurrence américaine. Donc, de plus en plus, les étudiants se tournent vers des sites américains qui, eux, vont dans les milieux scolaires à les fins de session et ouvrent un kiosque et disent « Qui veut vendre son livre, je vais vous l'acheter. » J'ai un genre de black book comme pour un auto, là, puis un livre de chimie qui se vendait 80 $, mais je vais vous le racheter à 20 $, je vous donne 20 $. Constituent des entrepôts qui sont parfois tout près des frontières aux États-Unis, montent un site web et vendent ces livres-là aux étudiants à rabais. Bon, tant mieux parce que, encore une fois, le livre est moins cher, mais des fois, ce n'est pas la bonne édition, les stocks ne sont pas en quantité suffisante, et donc, on vit aujourd'hui dans un environnement qui est beaucoup plus concurrentiel. C'est possible de faire un exemple. La session dernière, j'avais un cours à l'université. Le professeur donne la liste des ouvrages à acheter. Et après 5 minutes, il y a une étudiante qui lève la main au fond de la classe. Elle dit « il est en vente
en numérique, par exemple, chez l'éditeur ou sur Amazon. Puis là, tout de suite, je vais sur mon iPad. Puis je dis, il est aussi en vente à la coop, question de prêcher pour ma paroisse, il est aussi en vente numériquement à la coopérative. Donc, le réflexe se fait immédiatement. Donc, mais la classe n'était même pas terminée que les gens commençaient déjà à chercher où aller l'acheter, s'il était disponible numérique ou non. Donc, c'est un réflexe qui se crée de plus en plus. Et on a la chance d'avoir cette transformation-là vers le numérique, vers le web, compte tenu du groupe d'âge qui sont membres de nos coops. Bien, on est les premiers touchés par ces changements-là. Vous êtes très discipliné. Merci beaucoup. On va maintenant aller du côté de l'opposition officielle avec Madame la députée de la Porte. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Monsieur Vien, Monsieur Bouchard, Monsieur Gagnon. Alors, tantôt, Monsieur Bouchard, je pense, oui, Monsieur Bouchard, vous avez fait allusion à la fermeture d'une institution à Québec. Qui est la Librairie générale française. Et ça fait à deux reprises là, qu'on entend parler de cette fermeture. Alors, je ne sais pas à quoi vous attribuez la fermeture, parce que j'ai un article ici dans le Journal de Québec que je vais vous citer, là. On donne les raisons de la fermeture, qui étaient trop forte concurrence des magasins à grande surface, les livres numériques et l'âge de monsieur du propriétaire. Et monsieur le propriétaire, je le cite, disait je suis forcé de fermer à cause de la concurrence et ma clientèle âgée qui n'est pas remplacée. Alors, à quoi attribuez-vous la fermeture quand vous avez mentionné ça tantôt, là, après ce que je viens de vous dire? En fait, c'est comme je vous présentais, ces mutations-là ont une influence quand même assez générale. Je ne peux pas donner les raisons spécifiques de la fermeture de la librairie littérature générale, mais comme vous venez de l'exprimer, on parle des grandes surfaces, on parle de la concurrence. Les meilleurs vendeurs d'une librairie, les 10 meilleurs titres là, qu'on peut aller chercher, c'est souvent eux qui vont être la fondation financière de la librairie. Si ces ventes-là sont captées par des grandes surfaces, la librairie indépendante au milieu scolaire ne peut pas soutenir tout le catalogue qu'elle veut offrir parce que peut-être que le recueil de poésie de quelqu'un qui se vend peu doit être vendu, mais doit être soutenu aussi par la librairie par des ventes qui vont être des livres de cuisine, les livres populaires, le dernier Harry Potter, donc ce genre de ventes-là. Si la librairie perd ces ventes-là, à ce moment-là, c'est sa rentabilité qui est mise en compte, qui est un défi à ce moment-là. Donc, est-ce que vous pensez que s'il y avait eu la réglementation du prix du livre, que cette librairie-là aurait pas fermé ses portes? Ça aurait facilité l'environnement commercial. Ça lui aurait peut-être permis de pouvoir répondre aux différents défis comme la numérisation, comme les ventes en ligne. Pour ce qui est de l'âge, ça aurait peut-être pas fait de différence, mais à ce moment-là, on peut trouver de la relève. C'est encore plus difficile de trouver une relève si l'environnement commercial est difficile. Oui. Je vais reprendre des propos de mon collègue de Bonaventure qui parlait dans votre mémoire que vous affirmez que le livre se dématérialise et adopte des supports qui lui étaient inconnus il y a quelques années. Nous savons que ces nouveaux supports ne sont pas pris en compte dans la législation actuelle. Alors, croyez-vous que nous devrions réouvrir la loi 51 afin de faire une mise à niveau, parce que vous savez que la loi existe depuis 1981. Alors, et aussi le volet numérique n'est pas inclus, il y a aussi la réglementation du prix, bien sûr. Bon, alors est-ce que vous pensez que nous devrions réouvrir la loi? Nous, on croit que, compte tenu de l'urgence d'agir, que si on réouvre la loi, on va tomber dans plein de débats dans toutes sortes d'éléments. Peut-être que oui, la loi pourrait être modernisée, mais on souhaite vraiment une réglementation spécifique sur le prix réglementé et la numérisation, qu'on traite de ces questions-là qui sont urgentes. Et ensuite de ça, on aura à considérer s'il est dans l'intérêt de tout le monde de réouvrir la loi 51. Mais de lancer un chantier actuellement sur la loi 51, compte tenu de beaucoup d'enjeux qu'il y a dans cette loi-là, on a l'impression qu'on n'adressera pas ces questions-là rapidement, puis à chaque jour, à chaque mois, à chaque année, il y a des librairies qui vont fermer, la dynamique commerciale qui est néfaste actuellement va s'installer. Donc,
par souci d'urgence et parce que, on le voit dans certains pays, ces lois-là tenaient sur 2 pages, on est en mesure d'agir rapidement, circonscrire les débats et aider rapidement une industrie qui est de plus en plus en difficulté. Vous venez de mentionner à chaque jour, à chaque mois, il y aura des fermetures de librairies. Est-ce que vous connaissez le nombre de librairies qui a été fermées depuis les 10 dernières années? Non, pas spécifiquement. Je suis convaincu que l'Association des libraires du Québec pourra répondre à leur place parce que c'est davantage leur espace. Mais non, spécifiquement, on ne le connaît pas. OK. Vous mentionnez que la numérisation est le 2e changement qui est venu transformer l'industrie du livre et qui est tout de même encore marginal, mais bien présent. Est-ce que vous croyez que ça viendra affecter également la fréquentation des librairies et par le fait même un enjeu très important pour les libraires? Oui, c'est ça. Nous, comme je vous dis, on s'inspire beaucoup de ce qui se passe dans la librairie scolaire américaine, si on le ramène dans notre dynamique. Et on n'a pas le choix, il faut suivre le consommateur dans l'évolution de ses besoins. Donc, ça va influencer la fréquentation, mais aussi, des fois, on peut utiliser, entre guillemets, le fait de permettre à quelqu'un de télécharger un livre numérique tout en lui disant, mais si jamais tu veux bouquiner davantage, tu peux te présenter au point de vente. Donc, il faut, à tout point de vue, autant dans le web, dans le numérique, point de vente physique, il faut offrir, suivre le consommateur dans l'évolution de ses besoins. Mais effectivement, ça peut avoir un impact sur l'achalandage, peut-être une baisse dans certains cas. Nous, on le voit par exemple dans les cours à distance où des fois les gens avaient, après avoir terminé leur journée de travail, devaient se déplacer au point de vente. Aujourd'hui, ils sont en mesure de commander leur livre et le recevoir à la maison, au bureau. Et donc, c'est avantageux. Ils ne fréquentent pas le point de vente, mais on doit avoir un point de vente qui est vivant, qui est dynamique et qui offre l'ensemble, qui offre une production éditoriale le plus complète possible. Okay. Peut-être une dernière question. Vous mentionnez que l'utilisation du web vient multiplier les possibilités commerciales. Vous en avez parlé tantôt. Vous mentionnez que cette réalité offre de larges possibilités pour les librairies et en même temps représente un défi financier de taille pour les libraires. Est-ce que je comprends par vos propos qu'à long terme, la réglementation du prix est pas la solution? Là? Elle est la solution, mais elle doit être combinée à d'autres actions. Je peux citer un exemple chez nous. Chaque coop qui est juridiquement indépendante mais regroupée avait le choix de se développer une infrastructure technologique, web et numérisation pour desservir. On a décidé de mutualiser et donc de se payer ensemble une infrastructure, tout comme d'autres réseaux ont fait. Et donc, ça touche à 2 niveaux. Il faut un encadrement légal qui nous permet de fonctionner, puis il faut avoir posé des gestes et développer des projets qui sont structurants pour l'ensemble de l'industrie. Et on le voit avec l'appui de la SODEC, plusieurs initiatives, qu'on parle de l'entrepôt de marques et autres, c'est toutes des initiatives qui nous permettent au Québec d'avoir des projets structurants pour s'assurer qu'on soit capable de passer à un autre siècle et de suivre nos consommateurs dans l'évolution de leurs besoins. Mais il faut tout ça. C'est pas juste la loi qui va régler, c'est aussi d'autres projets, d'autres appuis aussi, des fois, venant du gouvernement qui sont déjà en cours. Puis j'en remercie la SODEC ainsi que le ministère de la Culture. Nous, on a bénéficié de certaines aides, tout ce qui touche la numérisation, les entrepôts, et c'est vraiment quelque chose qui nous permet de mieux desservir les milieux scolaires. Donc, merci. Le défi est encore plus grand si les librairies sont pas en mesure de survivre financièrement. Le défi de l'investissement, des investissements massifs qui sont nécessaires pour créer des infrastructures web, va être encore plus difficile, va être une démarche qui va être encore plus difficile à entreprendre pour les librairies. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous. Alors, Madame la députée de Montarville pour 3 minutes 15. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour tout le monde. Bon mardi. Merci, messieurs, de vous être déplacés. Merci pour ce mémoire. Vous m'avez fait revivre des souvenirs en parlant de manuels didactiques. On en a acheté quelques-uns à l'université et au cégep. J'aimerais que vous m'éclairiez, parce qu'on fait une différence ici, puis j'aimerais que vous me disiez s'il y en a une ou non dans la loi actuelle sur les manuels scolaires. Ces manuels scolaires, et corrigez-moi si je me trompe, s'il vous plaît, qui ne sont jamais vendus à rabais. Il y a un prix déterminé pour les manuels scolaires.
Corrigez-moi si je me trompe. Et est-ce la même chose pour le manuel didactique? Dans la loi 51, la loi du livre, on appelle actuellement 3 catégories de livres: manuel scolaire, primaire, secondaire, didactique, collégial, universitaire, littérature générale. La loi 51 ne réglemente pas le manuel scolaire. C'est-à-dire qu'elle n'impose pas, par exemple, une commission scolaire n'a pas acheté le livre au prix détail suggéré, contrairement aux 2 autres catégories de livres. Et donc, c'est le libre marché. Le livre didactique, qui est vendu dans les cégeps universités, la littérature générale, impose des escomptes que l'éditeur doit consentir à la librairie pour s'assurer qu'on puisse avoir une marge bénéficiaire suffisante pour être capable d'avoir une librairie la plus complète possible, et aussi donne un marché à ces librairies-là, les librairies qui sont agréées, pour vendre aux bibliothèques, aux commissions scolaires, aux institutions publiques, au prix de détail suggéré. Donc, encore une fois, ça nous permet, lorsqu'on fait des ventes à des organismes publics, de faire une marge et qu'il n'y ait pas une dynamique de guerre de prix qui s'installe. Nous, ce qu'on demande dans notre mémoire, c'est que, advenant qu'il y a une loi sur le prix réglementé, que la même dynamique de catégorie de livres soit assujettie. Donc, que le manuel scolaire ne le soit pas, que le livre didactique collégial universitaire soit assujetti au prix réglementé et la littérature générale. Allez là, la distinction. Je vous remercie infiniment. Merci. Madame la députée, maintenant. Oui. Madame la députée de Coin? Oui, merci. Oui, J'attendais prenez la parole. Oui, bien sûr. Oui, Je vous en prie. Pour 2 minutes 15. Pardon? 2 minutes 15. Merci. Bonjour, messieurs. Pour aller plus loin, moi, j'aimerais mieux comprendre encore, si c'est possible, ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que ce serait utile que la loi réglemente certains types de manuels et pas d'autres? Parce qu'ils répondent à des dynamiques commerciales très différentes. Par exemple, dans le manuel scolaire qui est primaire secondaire, dans bien des cas, c'est une dynamique où les commissions scolaires, les écoles vont acheter des livres et vont les prêter aux élèves. Donc, c'est une dynamique qui est très différente. C'est pas l'élève qui va faire l'achat, bien que des fois, on a acheté certains livres, là, mais les livres sont prêtés, c'est les écoles, les commissions scolaires qui font les achats. Donc, c'est une dynamique commerciale qui est très différente. Lorsqu'on arrive au collégial universitaire, ce qui est différent, c'est la catégorie de livres. C'est un livre, moi j'appelle les livres du savoir, plutôt que la littérature générale, j'appelle les livres des fois du plaisir ou de la culture. Et donc, encore là, c'est une même dynamique commerciale, mais dans des catégories de livres qui sont différentes, qui ont des objectifs différents. Donc, c'est pourquoi que je pense, là, je ne veux pas me répondre pour les gens qui ont sanctionné la loi à 51, mais c'est quand même des catégories, des dynamiques commerciales qui sont différentes et ils demandent un encadrement législatif différent. Merci. Une dernière question. Dans le fond, si je veux me faire un peu l'avocate du diable, vous avez tout de même une clientèle un peu captive, c'est-à-dire que vous êtes implanté en milieu cégep, université, c'est assez normal que les gens ils aillent acheter chez vous. Pourquoi est-ce que c'est si important à ce moment-là pour vous de réglementer le prix des nouveautés? C'était captif. Tantôt, je disais, c'est l'est de moins en moins, parce qu'avant, le livre était disponible uniquement physiquement à la librairie, et aujourd'hui, dès qu'il y a une attente, toujours on a la première chance. Si le livre n'est pas disponible, immédiatement, c'est sur les sites web. Et donc, la dynamique commerciale a complètement changé. Le web, les étudiants, des fois, des coop reçoivent des commandes à 2h, 3h, 4h, 5h du matin. Contrairement à peut-être les librairies, c'est pas comme ça. Et donc, on n'est plus dans un marché captif. On est dans un marché qui est complètement éclaté. Et notre clientèle, bien, elle est déjà rendue sur le web. C'est sûr que c'est pas la même taux d'utilisation en fonction des groupes d'âge, mais notre clientèle étudiante, qui est 16-25 ans principalement, elle est branchée et déjà, elle n'a pas le temps d'attendre et donc elle achète partout. Et malheureusement, dans beaucoup de cas, elle achète aux États-Unis. Et donc, on veut avoir un encadrement législatif qui va nous permettre de maintenir un réseau de librairies en santé partout au Québec, continuer à donner le goût de la lecture aux jeunes le plus rapidement possible. Ce sera votre mot de la fin, cher monsieur. Merci beaucoup à vous trois. Merci. J'invite maintenant le réseau Biblio du Québec à prendre place pour du temps de la petite suspension.